On passe à la chronique de l'écho, comme chaque jeudi. Claire Cambier, bonsoir Claire. Bonsoir, le Salon du Livre de Paris approche. Il débutera le 22 mars jusqu'au 25. Un salon attendu par de nombreux acteurs du secteur, notamment d'un point de vue commercial. Alors justement, est-ce que ce marché se porte bien? Le numérique prend-il des parts de marché au livre physique? Pourquoi, alors que le prix du livre est unique, la santé économique des points de vente est si différente? Pour en parler, nous recevons Gilles Fonladoza. Bonjour, directeur de la maison d'édition indépendante Inoctavo, basée à la Selle Saint-Cloud. Alors, vous tenez un stand tous les 2 ans au salon. Cette année, donc, vous n'avez pas de stand, mais vous allez vous y rendre pour le côté commercial. Qu'est-ce que vous allez y faire concrètement ? Eh bien, prendre des contacts, principalement pour envisager des sessions de droit, soit en traduction à l'international, soit à l'audiovisuel, dans une optique plus hexagonale. Donc ça sort un peu finalement du secteur du livre, partir dans le cinéma. Eh bien, ça fait partie des services qu'un éditeur doit à ses auteurs, c'est-à-dire que le marché du livre étant ce qu'il est, nous avons quand même en charge de rétribuer le travail de nos auteurs et donc nous examinons toutes les pistes qui nous permettent de le faire. Et les auteurs le demandent d'ailleurs peut-être de plus en plus? Il y en a beaucoup qui en rêvent, oui. Oui, tout le monde en rêve, mais est-ce que ça fait partie des exigences aussi quand on signe avec un éditeur? Écoutez, en ce qui me concerne, non. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'édition ne comprend jamais les droits audiovisuels. C'est-à-dire ceux-ci font toujours l'objet d'un contrat à part. Et parfois, d'ailleurs, un auteur peut juger que son éditeur n'est pas le mieux à même de le défendre sur le plan de l'audiovisuel et confier les... Ça fait partie aussi du choix des auteurs au moment de signer avec un éditeur. Ils regardent un petit peu éventuellement, puisque beaucoup en rêvent, si un jour ou l'autre, ils pourront voir leur livre adapté en série ou au cinéma. Alors ce salon, c'est un peu donc, une référence quand même dans le milieu. Est-ce qu'il est accessible à tous, même aux petits ? Alors, il existe effectivement des formules mais qui sont généralement réservées aux primo-exposants, c'est-à-dire aux gens qui exposent pour la première fois. Donc, ces stands sont effectivement très abordables, mais malheureusement, on n'en profite qu'une fois. Ouais, puisque pour vous qui allez tous les 2 ans, c'est ça a été mon cas il y a quelques années, mais maintenant, je dois donc... La rentabilité n'est pas toujours là, c'est ça, quand on tient un stand ? Non, il faut pas venir à Paris, surtout pas dans le but de vendre des livres et de tirer un profit, parce que c'est une grosse vitrine, une vitrine très chère, qui va vous réclamer énormément d'investissement en temps et d'investissement humain. Et les ventes sont pendant le salon, si elles couvrent les frais de bouche, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas si mal. C'est un pari sur l'avenir en fait. Un petit peu. Voilà, c'est un pari sur l'avenir. C'est l'occasion de se faire connaître d'un public qu'on n'a pas toujours l'occasion de toucher. C'est aussi le moyen d'offrir une reconnaissance à nos auteurs. Qui généralement sont toujours contents de signer à Paris, même s'ils trouvent parfois que les files d'attente devant notre stand ne sont pas aussi importantes que devant des confrères plus connus. Alors, Inoctavo a maintenant 10 ans, c'est bien ça ? 2003, oui, donc nous venons de fêter notre 10e anniversaire. Alors donc comment se porte votre maison d'édition ? Est-ce qu'elle a connu des difficultés ces temps-ci ou finalement est-ce qu'au fil des années vous avez réussi à monter ? Eh bien, en tout cas, les 3 derniers exercices, nous avons un chiffre d'affaires qui est une diffusion qui est en expansion. Donc on n'a pas de raison de faire trop la grimace. Et de plus, on voit bien, et dans les salons, et auprès des libraires, qu'on commence à nous prendre au sérieux, à nous accueillir. Devenir un peu connu. On peut noter quand même que vous éditez aussi des écrivains du département, des Yvelines. Bien sûr, oui. Nous ne sommes pas un éditeur régional à proprement parler, mais nous n'avons pas raté un seul salon de Rambouillet pratiquement depuis la création du salon. Donc forcément, on a fait la connaissance d'un certain nombre de personnes qui font
paysage littéraire des Yvelines, et on a rencontré des auteurs qui sont à la fois extrêmement talentueux et attachants, comme Hélène Guillemin, dont nous avons publié le premier roman. Je vous laisse présenter l'ouvrage, vous êtes venu avec. Alors, tout bon éditeur qui se respecte, vous ne partez jamais sans vos livres. Je viens avec mes livres, regardez de très jolis talons. Je vais monter. Voilà, relevez un petit peu, voilà, peut-être des loups-boutins, mais je ne l'affirmerai pas. Et un roman extrêmement dense, fiévreux et d'une écriture remarquable, surtout pour une si jeune femme. Une auteure yvelinoise. Voilà, qui est Hélène Guillemin, vous voyez, je ne sais pas si on va on l'apercevra peut-être pas, mais on aura peut-être l'occasion de la recevoir ici. On espère que ça marchera pour elle. L'occasion de la recevoir. En tout cas, pour vous, donc vous avez bien évolué ces dernières années, mais ces deux, trois dernières années, vous connaissez quand même des rentabilités plus faibles. Alors, on doit faire face effectivement à des frais de distribution et de diffusion qui ne vont pas en s'améliorant. Maintenant, les libraires sont souvent au-dessus de 30%, à 35%, voire 40% pour les grosses enseignes, ce qu'on appelle les librairies de premier niveau. Un diffuseur va vous coûter entre 15% et 22%. Donc, vous imaginez qu'il ne reste pas grand-chose pour rémunérer l'éditeur, son équipe et l'auteur qui, quand même, attend un peu de considération sonnante et trébuchante pour son travail. Donc, effectivement, les marges se réduisent. Les marges se réduisent et on a à peu près maintenant... On a connu une période de réduction des coûts qui arrive à son terme parce qu'on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire en termes de rationalisation à la fois de la fabrication et de l'impression. Vous disiez qu'au niveau de l'impression, du coup, c'est des fois délocalisé ? Je travaille encore avec des imprimeurs français, j'en trouve, mais c'est vrai qu'ils se font rares. Les prix qu'ils me consentent sont extrêmement amicaux et je doute que ça les enrichisse beaucoup plus que moi. Mais on arrive encore à travailler avec les imprimeurs français, mais c'est vrai que le système est un peu sur la corde. C'est le fil rouge, il est tendu à se rompre et on est tous un peu... à se demander ce que l'avenir nous réserve. Alors nous sommes allés à la rencontre de Marie-Christine Roux, qui est chargée d'études au Motif, l'Observatoire du livre d'Île-de-France. On a sélectionné quelques extraits pour cette chronique. Je vous propose d'écouter le premier qui porte sur le constat actuel du marché. Ce qu'on constate, c'est que le chiffre d'affaires global en fait est à peu près stable. On a des variations selon les sources qui sont à quelques 0,x points de hausse ou de baisse. Donc on constate quand même que le chiffre d'affaires est à peu près stable. La difficulté, c'est qu'en fait le marché s'émiette parce que le nombre d'acteurs augmente malgré tout. Le nombre de maisons d'édition ne baisse pas. Le nombre de titres augmente toujours. Donc du coup, même si le chiffre d'affaires global et synonyme reste la première industrie culturelle en France, je pense qu'il faut vraiment se le rappeler devant la musique et devant le cinéma. Pour chacun des acteurs, en fait, on constate de vraies difficultés. De vraies difficultés. Donc ce que nous indique Marie-Christine Roux, c'est finalement que le chiffre d'affaires ne baisse pas forcément, mais qu'il y a une multiplication d'acteurs dans le milieu. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ? Oui, c'est un milieu... Enfin, je ne parlerai pas de concurrence, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette multiplication des acteurs, c'est ce qui garantit la diversité culturelle, la diversité de l'offre. Et que ça, c'est très important parce que nos maisons travaillent aussi un peu comme des laboratoires. C'est-à-dire que, je ne dirais pas que nous testons les écrivains de demain, parce que d'abord ce sont des écrivains d'aujourd'hui et les livres qu'ils publient chez nous ne pourraient parfaitement sortir sous l'enseigne d'une grande maison. Mais nous avons la taille qui nous permet peut-être d'être un peu plus audacieux, d'être un peu moins frileux,
D'oser finalement aborder d'autres types d'auteurs. Et donc, c'est la même chose dans l'industrie du disque. Si on supprime tous les producteurs indépendants et qu'on laisse juste 3 ou 4 grands labels, on voit bien que la création musicale en sortira extrêmement appauvrie. Je pense que s'il y a autant de petits acteurs dans l'édition, c'est avant tout un pari culturel et puis surtout une passion pour la culture, une passion pour l'écrit. C'est le cas dans les maisons d'édition, c'est le cas aussi au niveau de la distribution. Finalement, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous passez quand même par des grosses enseignes ou Alors, nous avons un distributeur national qui travaille principalement avec la librairie traditionnelle, c'est-à-dire les librairies ce qu'on appelle de premier niveau et de deuxième niveau. Donc, la distinction est un peu technique, on va pas, mais disons que les librairies de premier niveau, c'est les 500 premières, et qu'ensuite vous avez un réseau encore assez dense, probablement grâce à la langue, de libraires qui sont des libraires soit spécialisés, soit de plus petite taille, avec lesquels nous travaillons. Vous travaillez aussi avec des grands groupes? Alors, assez peu, parce que la grande distribution est quelque chose d'extrêmement contraignant. D'abord en termes de production, c'est-à-dire que si vous voulez travailler avec Auchan, il faut tirer au moins 5000 exemplaires. Vous disiez que vous travaillez tout de même avec la FNAC et Cultura? La FNAC, Cultura et Leclerc, mais parce que ce sont encore des enseignes avec lesquelles on peut avoir un dialogue de type culturel et non pas vendre des livres comme on vend des steaks ou des patates. Oui. Donc à ce moment-là, si vous voulez, on n'a pas besoin de... Il y a encore des rapports humains et littéraires qui jouent et qui restent. Et puis dans les espaces culturels Leclerc, chez Cultura, à la FNAC, il y a des libraires. Alors, il y a des gens qui ont une formation. On parle de libraires, donc je pense que ça serait 40% de votre distribution. On s'est rendu dans une petite librairie indépendante à Fontenay-le-Fleury et on a cherché à savoir finalement comment elle pouvait gagner en concurrence par rapport aux grandes enseignes. On regarde ça en image. C'est dans cette petite ruelle de Fontenay-le-Fleury que Christine a installé sa librairie. Il y a maintenant 2 ans, elle a réaménagé cet ancien corps de ferme et y accueille habitués et gens de passage. J'ai gardé donc les pierres apparentes, les boiseries. Et ça permet un endroit convivial où les gens peuvent venir lire. Ils peuvent venir lire sur place. Des livres qui sont mis à disposition, qui sont sélectionnés à travers le cercle littéraire. Ce cercle littéraire est ouvert à tous les passionnés de lecture et permet de découvrir des ouvrages et d'en discuter ensemble. Plus qu'une boutique, un lieu de rencontre où certains ne viennent que pour prendre un café et discuter de leur dernière lecture. Une librairie à 100 lieues des grandes surfaces et c'est ce côté qui plaît aux clients. Je regarde les livres qu'elle a, les jeux et puis je prends des bonbons quand il y en a. On ne se sent pas des clients. On se sent des voisins, des gens qui font partie de la maison. Il y a une convivialité un peu exceptionnelle. Une convivialité qui n'empêche pas les difficultés économiques de cette librairie indépendante. Nous avons des marges beaucoup plus faibles qui sont définies par nos fournisseurs. Des grandes structures comme la FNAC ou Amazon ont des marges de 50%. En ayant les mêmes fournisseurs que nous, et nos marges, nous, se situent plus vers les 20 à 30%. Son chiffre d'affaires est donc assez faible, mais selon Christine, c'est l'ensemble du secteur qui est touché. Le best-seller de l'année dernière, La liste de mes envies, qui est à 16 €. Le prix moyen a fortement diminué, à savoir que précédemment, donc l'année d'avant, les livres se situaient entre 20 et 22 €. Une baisse qui n'a cependant pas relancé les ventes. Pour pallier à ces difficultés financières, Christine vend également des jouets et des bijoux. Dans l'avenir, elle envisage de partager son local avec d'autres petites sociétés où chacun aura sa plage horaire.
Alors, elle connaît évidemment quelques difficultés. Dans d'autres difficultés, on parle aussi beaucoup du numérique et de la fin du papier qui pourrait un peu bloquer le développement du marché. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ? Je ne crois pas du tout à la fin du papier. Maintenant, le numérique est une réalité puisqu'on voit bien que on distribue des tablettes dans les écoles. Nos enfants vivent à l'ère numérique, donc le numérique, c'est effectivement une réalité. Dire que ça va tuer le papier, je pense que ça n'est pas vrai, parce que le papier, ça reste quand même je dirais, le meilleur support quand on a affaire à de la littérature. Donc les deux supports vont exister, justement. Les deux supports vont exister. Vous éditez déjà en numérique ? Nous éditons en numérique. Nous avons des résultats résultats extrêmement modestes pour l'instant sur le plan financier, mais nous éditons, ce livre est disponible en numérique. Et ça reste un chiffre d'affaires finalement marginal. Ça reste un chiffre d'affaires assez faible. Je ne pense pas que ce soit une vraie menace pour le livre papier. Je crois plutôt qu'on devrait assister à l'apparition donc de créations qui sont des créations différentes, qui seront adaptées au support. Parce que pour l'instant, le texte n'est pas quelque chose qui exploite les possibilités d'une lectrice numérique. Marie-Christine Roux, justement, du Profil, est assez d'accord avec vous. Elle pense finalement que le numérique n'est pas le problème. On écoute ce sonore. Plus que le numérique et la version numérique des livres papier, ce sont plutôt les ventes sur Internet qui touchent évidemment les points de vente physiques. Et c'est là qu'est la vraie difficulté, comme les derniers événements, et notamment Virgin, même si Virgin n'est pas que vendeur de livres, on témoigne de ces difficultés. Finalement, ce qu'elle souligne, c'est que ce sont plutôt les ventes sur le net qui plombent un peu le marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi ? Alors, l'arrivée, effectivement, des gros distributeurs comme Amazon crée des distorsions de concurrence. Tout simplement parce que Amazon n'a pas du tout les mêmes charges et n'obéit pas du tout à la même législation qu'un libraire qui a pignon sur rue. Notamment, ils peuvent par exemple offrir les frais de port, ce qui n'est pas possible pour d'autres. Voilà, en matière fiscale et légale, Amazon crée effectivement une grosse distorsion de concurrence. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que Amazon, c'est une grosse machine, une grosse locomotive qui ne tire que les wagons de tête. Peut-être aussi qu'il faudrait que les libraires se recentrent sur le conseil, la découverte et la littérature de qualité, chose qu'on ne trouvera jamais chez Amazon. Alors, on va quand même nuancer. Les ventes pour l'instant sur le net ne représentent que 9%. D'après le motif. Donc ça reste tout de même encore assez faible. Il faut juste éviter que ça s'accélère peut-être. Moi, c'est le souhait que je forme parce que je trouve qu'une librairie est un bien bel endroit et je voudrais qu'il en reste, si possible, un peu partout dans ce pays. Et pour conclure cette chronique sur le marché du livre, à présent, on va découvrir le lancement de nouvelles bornes. C'est dans les médiathèques de Saint-Quentin que ça se passe. Exactement, donc un projet colossal et coûteux financé par la communauté d'agglomération, des nouvelles bornes mises en place donc, dans les médiathèques pour emprunter soi-même ces livres. Désormais, le prêt de documents se fait en self-service à la médiathèque Jacques Brel de Manille-les-Hameaux, qui a rouvert le 27 février après un mois de travaux. Ces travaux de modernisation s'inscrivent dans un projet global de 950 000 € financé à 70% par l'État et la région et qui concernera tout le réseau de médiathèques saint-quentinoises. L'équipe de la médiathèque a encodé les 23 000 documents que nous avons en fond, c'est-à-dire que nous avons apposé sur chaque document de la médiathèque une étiquette RFID, c'est une étiquette d'identification par radiofréquence qui permet en fait d'automatiser les transactions au sein de la médiathèque Jacques Brel. Les 2500 adhérents peuvent désormais emprunter livres, CD et DVD de manière autonome. Ils tâtonnent encore sous l'œil bienveillant des médiathécaires. C'est ma première fois, donc j'ai un peu galéré pour
pour la carte d'adhérent, mais après j'ai eu les explications de la bibliothécaire, donc ça s'est bien passé. Maintenant c'est dommage si du coup il y a moins de bibliothécaires au niveau contact. Le contact sera paradoxalement renforcé. L'automatisation permet aux 4 médiathécaires restés en poste de se consacrer davantage à leur cœur de métier, la médiation culturelle. Nous sommes affranchis de tout ce qui était matérialisation, en fait, tout ce qui était transaction de documents, désantivolage des documents, pour justement pouvoir mieux renseigner, pouvoir être présent, d'accompagner, de répondre aux sollicitations des adhérents. Donc c'est l'avantage de cette automatisation. L'autre nouveauté est la mise en place d'une boîte de retour automatique 24 heures sur 24 à l'extérieur, dont le design ressemble à un distributeur de billets. Elle devrait être opérationnelle en septembre, quand la totalité des médiathèques du réseau sera uniformisée par le système de puces. La médiathèque Anatole France de Trappes est la prochaine à se moderniser. Elle sera fermée au public du 2 au 29 avril pour une réouverture le 30. Donc quand on voit ce sujet, on réalise que les communautés aident, que les collectivités aident le secteur. Alors est-ce que ce n'est vrai que pour les bibliothèques, les médiathèques, ou est-ce que ça touche finalement tout le secteur du livre ? Alors non, il existe une institution qui s'appelle le Centre national du livre, lequel a une politique d'aide à l'édition, principalement d'ailleurs au niveau des traductions, et également un peu des projets éditoriaux, disons, à caractère très particulier, c'est-à-dire dont la rentabilité économique apparaît vraiment trop incertaine, mais qui présente un intérêt sur le plan littéraire, ethnologique ou autre. Donc, on peut effectivement réclamer des subventions. Je le fais très peu parce que je me dis que ceux qui me subventionnent finalement le mieux sont encore les lecteurs et ceux qui nous font la confiance d'acheter nos livres. Voilà. Et on les espère nombreux. Merci beaucoup. à vous. On termine cette chronique de l'écho. À présent, après ce point sur le marché du livre avec l'ouverture du Salon du Livre le 22, on s'intéresse maintenant aux infos en plus. Oui, alors on vous avait parlé il y a quelque temps du projet d'extension du magasin Ikea à Plaisir. La commission départementale d'aménagement commercial devait trancher mardi. À cause des intempéries, de nombreux membres de la commission n'ont pu être présents. L'examen est donc reporté au 20 mars et on rappelle que le groupe souhaite agrandir de 10 000 m² son magasin. Il y a des nouvelles de Renault à présent avec cette mode du tout électrique. Oui, puisque c'est la sortie de la Zoé, la nouvelle voiture électrique de Renault. Des portes ouvertes sont organisées à partir d'aujourd'hui et jusque ce week-end dans de nombreuses concessions pour l'essayer. Cette voiture donc, est uniquement produite à l'usine de Flins. Pour l'instant, de 60 à 80 Zoé sortiraient tous les jours de l'usine. Merci Claire, à jeudi prochain pour une nouvelle chronique de l'écho. On va s'intéresser à présent au droit de vote des étrangers alors que le gouvernement semble avoir fait machine arrière.